Chapitre 4, partie 1, le mystère des dalles. Un orage de chaleur grondait au nord de l'Afrique. Il passa au milieu des nuages, évitant de peu les éclairs qui fusaient autour de lui, redoublant d'efforts quand les vents se mirent à tourbillonner. Jamais il n'avait volé aussi vite, et ses ailes battaient si fort qu'elles faisaient chauffer le cuir des sandales. Mais il ne pensait qu'à Dédale, au mystère qui obscurcissait sa mort, la lumière dans la nuit et la poudre d'or, l'inconnu du fleuve, les statues noires, des mots qui l'avaient intrigué sans qu'il sache très bien pourquoi. Les questions étaient nombreuses, mais il était certain d'une chose, à présent, l'architecte avait bel et bien été assassiné. Il se souvint du poignard qu'il avait subtilisé au campement et, profitant d'une éclaircie au-dessus de la Sardaigne, il en examina de près la lame tordue sur le manche en bois. Les incrustations d'ivoire évoquaient les cornes d'un animal, d'un taureau, peut-être, ou de certains bœufs qu'on ne voit qu'en Afrique. L'objet était rare et précieux, l'arme d'un homme puissant. Hermès traversa à tire-d'aile la mer Tyrrhénienne, atteignit en milieu de matinée la colline de Cume, où le temple d'Apollon étincelait parmi les arbres. Et quand apparurent les deux hauts cyprès qui bordaient le lac Averne, il leva la main droite pour en ouvrir la porte cachée. La rive s'affaissa, mettant au jour les premières marches d'un escalier souterrain où il s'engouffra. Il suffisait désormais de se laisser porter le long de la pente, en ne battant des ailes que par intermittence. Il n'avait jamais aimé cette nuit trop noire qui grandissait sans cesse et poussait à descendre toujours plus bas. Mais le lieu n'avait plus aucun secret pour lui depuis bien longtemps, et il put emprunter quelques raccourcis dont même Hadès, le maître des lieux, n'avait sans doute pas connaissance. Enfin, il rejoignit la lente cohorte des ombres, et après une dernière pente un peu plus raide, l'escalier déboucha sur la plaine de Styx. Hanté de lueurs grisâtres, le fleuve venait s'envaser autour d'un ponton où l'eau semblait plus épaisse. Accrochée par une corde au dernier pilier, engluée dans cette boue, une barque attendait de partir. C'est vers elle que les morts dirigeaient leurs pas. Hermès se posa tout au bout du ponton, et les planches pourries craquèrent sous son poids. « Qui est là » fit une voix grinçante. Charon, le vieux conducteur des morts, avait interrompu l'embarquement, et il humait l'air à pleines narines pour deviner quel intrus le dérangeait ainsi en plein travail. Depuis des siècles, des paupières purulentes étaient tombées si bas sur ses joues qu'il n'arrivait plus à cligner des yeux. « Hermès, c'est toi ?» Il prit une paupière entre deux doigts verdâtres et la souleva. Une prunelle, aussi grise que les eaux du fleuve, se posa sur Hermès. « Je m'en doutais, maugréa-t-il, en poussant un soupir dont la puanteur frappa l'Olympien au visage. Il me semblait bien avoir entendu un battement d'ailes familier, ce même battement d'ailes qui m'annonce toujours la mauvaise nouvelle de ta venue. » D'un geste agacé, il invita les morts à monter à bord. « La dernière fois, c'est ma rame que tu as volée. Et tu as conduit toi-même la barque sans me laisser le temps d'embarquer. Depuis, j'ai appris à me méfier. Si tu as l'intention de me jouer encore un de tes tours, il faudra revenir. »« Allons, Charon, ce n'était qu'une plaisanterie. Tu aurais dû voir ta tête, tout seul sur le ponton, quand tu t'es rendu compte que les morts partaient sans toi. Je ne parle même pas du jour où tu m'as volé ma bourse, ni de l'imitation d'Hadès dont tu m'as régalé l'an dernier pour me faire croire que j'étais renvoyé. » Il grinça des dents. « Et aujourd'hui, quelle merveilleuse surprise vas-tu encore me réserver? J'ai du travail, moi. »« Je suis pressé, moi aussi. Je cherche un homme qui est mort cette nuit et que tu as peut-être déjà fait traverser. » Le batelier haussa les épaules d'un air indifférent. « Je fais passer tellement de monde. »« Tu es trop modeste, Charon, et bien plus physionomiste que tu ne le dis. C'est Dédale que je cherche. Tu as sûrement déjà entendu parler de lui. »« Dédale ?» Charon eut une moue de mépris. « Tu veux parler de cet homme-ci » Du bout de sa rame, il montra une ombre qui se tenait
un peu à l'écart, le regard perdu. La nuit des enfers avait commencé son œuvre de dissolution, et le visage était déjà mangé de vide, mais on reconnaissait encore vaguement les traits de l'architecte. Hermès poussa un soupir de soulagement. Il n'arrivait pas trop tard. Et qu'attend-il pour embarquer? Il n'a rien pour payer son passage. Il restera de ce côté du fleuve. Voilà tout. Une main glacée serra le cœur d'Hermès. Il était parti d'Afrique si précipitamment qu'il avait oublié de déposer une pièce d'or dans la bouche de l'architecte, comme le voulait la tradition. Et il connaissait trop bien le sort destiné aux ombres qui arrivaient ici sans argent. Ces âmes délaissées finissaient dans le lit du fleuve dont elles nourrissaient les remous pour l'éternité. Tu sais pourtant qui est cet homme? Oserais-tu lui refuser l'entrée des enfers? Charon ouvrit la porte pour grogner à nouveau, mais Hermès fit la sourde oreille et alla chercher Dédale. Viens, il n'est pas prudent de s'attarder ici trop longtemps. Les mains crispées le long des hanches, l'architecte réagit à peine. Ses yeux avaient presque entièrement disparu, et il ne restait au fond des orbites qu'une fumée incertaine et instable. Les fantômes, dit-il d'une voix rauque. Il recula d'un pas et un frisson déforma son visage. Es-tu sûr qu'il n'y a pas là-bas des fantômes, ceux qui m'attendent depuis longtemps de l'autre côté du fleuve? Ils sont comme ceux d'en haut, et plus terribles encore. Il se recroquevilla, comme ces enfants qui ont peur du noir. Ceux d'en haut? Demanda Hermès. Parle-moi, Dédale. Dis-moi ce qui s'est passé en Afrique. Qui t'a poussé de la falaise? Un long râle écorché monta dans la gorge de l'artiste, et pour la première fois ses yeux reprirent forme, deux pupilles noires et ardentes. La falaise? Oh, ce grésillement, le métal qui claque, et cette lumière, c'est moi qu'elle veut, et elle ne me lâchera pas. Quelle lumière? Hicham l'a vue lui aussi, mais je ne comprends pas de quoi vous parlez. Il faisait presque nuit. C'est la vengeance, la lumière de la haine. Elle est là, partout. Dieu, je ne sais pas si je pourrai y échapper un jour. Il recula encore en se cachant les yeux sous un bras, et Hermès dut l'attraper pour qu'il ne bascule pas dans le fleuve. Derrière eux, il y eut un bruit de cordes qu'on détache. Charon se préparait au départ. « Attends » cria Hermès. « J'ai déjà assez attendu et la barque est pleine, » répliqua le vieux batelier. « De toute façon, qui paiera ce qu'il me doit? Toi, peut-être? » « Je n'ai rien. » Le rire de Charon se résonna comme un grincement de métal rouillé, et cette fois Hermès détourna la tête pour en éviter les délicieux effluves. Ses gencives étaient plantées de dents pourries que remplaçaient par endroits des morceaux de métal mal taillés. Le dieu des voyages se promènerait donc la bourse vide? Eh bien, qu'il reste ici, ton Dédale, peu importe. Il mit un pied sur le rebord de la proue, mais Hermès l'arrêta. La chair du batelier était si molle sous ses doigts qu'elle semblait faite de la boue du fleuve. « Je crois, Charon, que tu outrepasses tes fonctions. Oublies-tu à qui tu parles ?» Le ton était glacial, mais ce n'était qu'un jeu, tous deux le savaient bien. Le vieux passeur n'était pas méchant, il aimait juste se faire prier plus que de raison. Hermès s'était toujours amusé de ses manières bourrues, et il ne manquait aucune occasion de le taquiner. Combien de voyages avait-il fait sur sa coquille de noix sans rien payer, juste pour le plaisir d'entendre ses éternels marmonnements? Si tu n'es pas satisfait, continua-t-il en se réfrénant le demi-sourire qui lui montait aux lèvres, je peux toujours demander à Hadès de se trouver un nouveau conducteur. Mais il faudra pour cela que tu renonces au privilège d'éternité que nous t'accordons depuis des siècles. Et l'or des âmes ira dans d'autres poches. À nouveau Charon souleva une de ses paupières flasques et fixa longuement l'Olympien. Un peu de rose lui monta aux joues, une couleur que sa chair pâle n'avait sans doute pas connue depuis longtemps. Je suppose en effet que vous n'aurez aucun mal à me remplacer. Travailler ici est un tel plaisir, et l'immortalité que je goûte sur le Styx a une délicate saveur de pourriture, que beaucoup m'en vint.
En attendant, dit à Dédale d'approcher, il reste une petite place sur le banc de poupe. Les autres n'auront qu'à se tasser. Et qu'il fasse vite. Je ne voudrais pas prendre du retard et vous donner une raison supplémentaire de me congédier. Comme hébété par les souvenirs qu'il venait de revivre, Dédale alla prendre place, sans un mot, à l'endroit qu'on lui indiquait. Et Hermès fit frétiller les ailes de ses sandales. Je vous rejoins en face. Mais le vieil avare ne s'occupait déjà plus que des pièces d'or que ses passagers lui avaient données. Il les fit teinter dans sa paume, baissa la tête pour les renifler et les glissa dans un sac de toile. Puis, s'arc-boutant contre un pilier du ponton, il poussa la barque et d'un coup de rame, il dirigea la proue vers les premiers courants. La traversée commençait. Quelque chose remua alors dans les profondeurs et suivit la coque. Fin du chapitre 4, partie 1.